Il est 19 h et vous êtes en direct sur Public Sénat. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 4 mai 2012. Et c'est la fin de campagne. Les candidats jettent leur dernière force dans la toute dernière ligne droite de la présidentielle. François Hollande, toujours donné gagnant dans les sondages, était aujourd'hui à Forbach, en Moselle. Le candidat socialiste ne veut pas d'un vainqueur étriqué. Nicolas Sarkozy affirme au Sable d'Olonne que les choses vont se jouer sur le fil du rasoir. Le choix de François Bayrou de voter François Hollande, la droite crie à la trahison et à l'incohérence. La gauche salue un vote éthique, même si au front de gauche, on reste sur ses gardes face à un éventuel élargissement des alliances. Que feront les électeurs du chef du MoDem? C'est l'une des incertitudes du scrutin de dimanche. Autre incertitude et de taille, l'attitude des électeurs de Marine Le Pen. Dans notre série Route de campagne, cette semaine, nos équipes les ont rencontrés. Témoignages au cours de cette édition. Et puis, nos invités à quelques heures maintenant de la fin officielle de cette campagne présidentielle haletante. David Assouline, sénateur socialiste de Paris, et Claude Guasgun, député UMP. Le harcèlement sexuel rayé du code pénal. L'information peut paraître surprenante, elle n'en est pas moins vraie après la décision rendue ce matin par le Conseil constitutionnel d'abroger immédiatement cette loi que les sages jugent trop floue. La réaction des associations féministes ne s'est pas fait attendre. Une décision catastrophique, explique-t-elle, pour toutes les victimes qui ont des procédures en cours. Explication, Nathalie Guillouard. La loi sur le harcèlement sexuel n'existe plus. Le Conseil constitutionnel l'a abrogée aujourd'hui, jugeant la formulation trop floue. L'article du Code pénal stipulait « Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ». Si les associations féminines parlaient de loi imparfaite, elles s'inquiètent de cette suppression pure et simple. Car cette décision des sages, prise aujourd'hui, crée un véritable vide juridique. Et les conséquences sont lourdes. Les personnes dont les procès sont en cours ne peuvent plus être condamnées pour cette infraction. Le Conseil constitutionnel, renvoyant la responsabilité aux législateurs, Roselyne Bachelot, la ministre en charge du droit des femmes, invite la nouvelle Assemblée à se saisir en urgence du dossier dès le mois de juin. Les associations féminines, elles, parlent de recul historique pour le droit des femmes. Cette fois, nous y sommes. La campagne présidentielle vit ses dernières heures et ce soir à minuit, le silence des commentateurs comme des candidats sera la règle. Est-ce à dire que pour cette élection, les dés sont définitivement jetés, rien n'est moins sûr. Pour Nicolas Sarkozy, le scrutin se jouerait à très peu de choses. Son adversaire, François Hollande, espère une victoire ample et ne veut pas d'un vainqueur étriqué. D'où l'importance de ces toutes dernières heures de campagne, des heures qu'a suivi Cécile Sixou. À en croire les ultimes sondages, l'écart entre les deux candidats, même s'il se réduit, reste substantiel au profit du candidat socialiste. Il n'empêche, bien des incertitudes demeurent sur le scrutin de dimanche. Parmi celles-ci, l'influence que pourrait avoir sur les intentions de vote le choix de François Bayrou de glisser dimanche dans l'urne un bulletin marqué François Hollande. Ce dernier se réjouit. « Je représente déjà plus que la gauche », a-t-il dit aujourd'hui en Moselle. Elisa Bertholomé. Les électeurs de François Bayrou tiennent-ils le second tour entre leurs mains? Jusqu'à hier, une bonne partie de son électorat annonçait se reporter sur Nicolas Sarkozy. Mais le candidat centriste a fait part depuis de son intention de voter François Hollande. Il y a maintenant cette déclaration de François Bayrou qui risque de stopper ce mouvement favorable à Nicolas Sarkozy, voire même légèrement de l'inverser. En tout cas, le vote Sarkozy n'est pas majoritaire parmi le vote des anciens électeurs de François Bayrou. Autre incertitude, l'abstention. Faible au premier tour, elle risque d'augmenter au second. Surtout si les électeurs de Marine Le Pen suivent le mot d'ordre de leur candidate et décident de ne pas aller voter. Mais dans l'histoire de la Ve République, le second tour a toujours plus mobilisé que le premier.
L'abstention de premier tour et celle du second tour est différentielle. Beaucoup d'électeurs qui ont voté au premier tour ne vont pas voter, mais il y a aussi un nombre important, parfois entre 3 et 7% du corps électoral, de personnes qui n'ont pas voté au premier tour et qui vont rentrer, si je puis dire, dans le jeu présidentiel au second tour. Dernière incertitude, la marge d'erreur dans les sondages. Les instituts se montrent confiants. Comme il ne reste plus que 2 candidats, les estimations seraient beaucoup plus fiables pour le vote de dimanche. Les enquêtes en attestent. La pugnacité du candidat socialiste lors du débat de l'entre-deux tours a plutôt séduit les téléspectateurs. Le point d'orgue d'une campagne et d'un parcours qui n'était pas écrit à l'avance. Retour avec Thomas Raguet sur cette route singulière d'un candidat parfois sous-estimé par ses adversaires, y compris dans son propre camp. Septembre 2010, journée parlementaire du PS. Souriant, bronzé, un peu primaire, il n'est 8 mois et l'affaire DSK. Constatez, nous excusons de ces problèmes techniques qui perturbent notre antenne. J'en profite pour accueillir Stéphane Rosès. Bonsoir Stéphane. 15 jours de campagne de second tour avec ce qu'on a appelé, entre autres, la droitisation du discours de Nicolas Sarkozy, avec ses rassemblements géants. Il y a eu celui du Trocadéro, celui de Toulouse pour François Hollande, et ce débat bien sûr énergique, âpre et tendu entre les deux candidats. Est-ce que ces 2 semaines, Stéphane, ont été conformes à ce qu'on pouvait attendre de cette campagne de l'entre-deux tours? Pas exactement. Vous savez, traditionnellement, les campagnes de premier tour sont des campagnes où chacun des candidats, a fortiori les leaders dans leur camp, font tout pour mobiliser leur propre camp. Et puis au second tour, on a coutume de dire, au second tour, on rassemble. On va voir ceux qui ne se sont pas retrouvés, partant de l'idée que ceux qui sont vraiment à gauche vont voter pour le candidat de gauche et ceux qui sont à droite vont voter pour la droite. Et bien là, de façon tout à fait étonnante, l'entre-deux tours n'a été que le prolongement du premier tour. Dès le départ, sans doute le sujet l'indiquera, François Hollande est dans une posture, y compris lors des primaires, de rassemblement des Français, de justice, de sorte de faire accepter au pays la réforme et le mouvement, avec une confiance relative dans la capacité des Français de se mouvoir dans la mondialisation. Et dès le départ, Nicolas Sarkozy, lorsqu'il présente sa candidature, il fait un mixte entre « je suis le capitaine dans la tempête », mais en même temps, il faut en appeler au peuple contre les élites, sur une ligne très très droitière, inspirée par Patrick Buisson. Et le grand étonnement, c'est que du coup, au second tour, François Hollande continue, et Nicolas Sarkozy durcit encore plus la droitisation de son discours, peut-être un tout petit peu moins juste avant et lors du débat, mais ce qu'auront retenu les Français, c'est finalement le prolongement plus accentué pour l'un comme pour l'autre de la campagne, et du coup un débat d'entre-deux tours très très haché, dont l'organisation n'a pas permis à chacun de développer sa cohérence, son rapport à la France, mais du coup qui aura peu fait bouger les lignes. C'est ça qui est très frappant, c'est que depuis cette campagne, les lignes ont très peu bougé dans les intentions de vote entre les deux principaux protagonistes, sans doute parce que Nicolas Sarkozy a loupé son entrée en campagne. Il fallait d'abord s'expliquer sur la façon dont il avait abaissé la fonction, de sorte qu'il puisse y avoir ensuite une libération et un mouvement d'hésiter. Il a choisi plutôt une stratégie de droitisation qui le met effectivement du coup en difficulté. Et puis il y a eu cet événement politique qui a eu lieu hier soir à la fin de ces 15 jours de campagne de l'entre-deux tours, et c'est le choix de François Bayrou de voter à titre personnel pour François Hollande. La cause évidemment accueille avec satisfaction ce choix, un choix qui en a surpris plus d'un. Est-ce qu'il peut avoir un impact décisif sur le scrutin de dimanche? D'abord, il y a un étonnement, il faut le dire. L'intérêt bien compris de François Bayrou aurait été d'expliquer le plus, le moins, certes avec Nicolas Sarkozy, il y a un problème liés aux valeurs, mais enfin, les questions les plus importantes sont les questions économiques, il y va de la survie du pays, et je bascule vers plutôt Nicolas Sarkozy. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait que si Nicolas Sarkozy est battu, il va y avoir un débat très vif au sein de la majorité, d'abord de critiques à l'égard d'une orientation de droitisation qui aurait permis à François Bayrou de récupérer tous les centristes sous son propre égide. Là, il brûle ses vaisseaux comme si ce dont on vient de parler tout à l'heure, c'est-à-dire la question des valeurs,
l'idée que Nicolas Sarkozy aurait trop regardé dans cet entre-deux-tours le Front National rendait impossible pour François Bayrou, nonobstant son intérêt politique immédiat, qu'il dise un vote pour Nicolas Sarkozy, puisque dès le départ, il nous avait dit que, contrairement à 2007, il ferait un choix. Est-ce que pour vous, cette décision de François Bayrou est une décision majeure dans sa carrière ? Oui, c'est sans doute une décision majeure parce que ça ne va pas arranger les choses, ça ne va pas lui faciliter les choses pour l'après. C'est un pari, comme a dit un de ses proches, c'est un pari politiquement très risqué, mais ça montre à quel point la majorité actuelle, la droite, est déchirée par la stratégie qu'a choisie Nicolas Sarkozy dans cet entre-deux-tours. Merci beaucoup Stéphane Rosès. Bonsoir Pierre Bonjoseph. Alors pour vous aussi c'est presque une fin de campagne si je puis dire. Toute la semaine avec Julie Hulin, eh bien, vous avez remonté la France, vous étiez dans la Nièvre, vous étiez à Tulle en Corrèze, vous étiez hier soir, pas plus tard qu'hier soir, devant l'hôtel de ville de Neuilly-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine. On évoquait à l'instant avec Stéphane Rosette les incertitudes qui pèsent encore sur ce scrutin et en particulier ces incertitudes qui pèsent sur le vote des électeurs du Front National. Or ces électeurs, vous en avez rencontré beaucoup au cours de vos étapes. Oui, on en a rencontré notamment près de Chalon-sur-Saône, à Saint-Maurice-en-Rivière, une petite commune rurale où le Front National est arrivé en tête, au grand étonnement du maire d'hiver droite. Mais on a aussi posé, pour en avoir le cœur net, nos valises et nos caméras à Vierzon. Vous allez me demander pourquoi Vierzon. Eh bien là-bas, un électeur sur deux a voté pour les deux fronts. On y a rencontré bien entendu des électeurs du Front de gauche, des militants du Front de gauche reconvertis en militants de François Hollande, tract à la main, la sortie des usines. Et à l'autre extrême, on a sur le marché de Vierzon beaucoup entendu de lassitude, de ressentiment et les mêmes mots, les mêmes raisonnements sur l'assistanat, sur l'immigration que ceux prononcés par le président candidat Nicolas Sarkozy. Je vous propose de les écouter. Ouais, pour moi, c'est deux clowns, ils prennent les gens pour des cons. De toute façon, je m'en occupe pas, j'appelle ça du cinéma. On n'est pas la veille de manger de loi. Ils sont tous les deux pareils. Ça va rien changer, ça. Ça ne m'intéresse pas. Les mensonges à droite, des mensonges à gauche, j'ai horreur de ça. J'ai 81 ans, mais depuis que je les entends, je vois pas grand-chose qui change. Au contraire, ça va de moins en moins bien. Alors. Vous l'avez compris, dimanche prochain, pas sûr que la participation soit aussi haute qu'elle avait été au premier tour à Vierzon. Alors il y a autre chose que l'on perçoit dans vos reportages qu'on a pu voir toute cette semaine, c'est la perspective des législatives. Il y a quelques jours encore, vous étiez à Antony. Antony, c'est une commune du sud du département des Hauts-de-Seine, en région parisienne. Et là, vous avez pu voir, j'allais dire, que les différentes composantes, par exemple, du bloc de gauche, eh bien, se regardent déjà un petit peu en chien de faïence. Oui, c'est très difficile d'essayer de mettre un coin dans cette mosaïque de la gauche qui est très, très unie. Mais pourtant, si on creuse un peu, on voit tout de suite qu'il y a des fissures à peine voilées sur le marché d'Antony, qui est un très beau marché. Derrière le sourire des militants socialistes, on voit qu'il y a déjà des tensions. Le candidat investi, par exemple, par la rue de Solferino pour la 13e circonscription des Hauts-de-Seine, donc Antony, est issu du MRC de Jean-Pierre Chevènement. C'est des accords passés avec le Parti socialiste. Mais les socialistes locaux lui préfèrent un écologiste qui tait ses réticences ou ses critiques et qui les réserve pour l'après-présidentiel. Il épargne François Hollande, transporté par le doux fumet de la victoire possible. Je vous propose de l'écouter. Évidemment que c'est toujours comme ça la politique. On va pas s'asseoir sur nos idées parce qu'on a fait un accord. On a marqué des différences, on a marqué des convergences. C'est sur ces convergences aujourd'hui qu'il faut s'appuyer pour faire gagner la majorité présidentielle lors des législatives. Voilà. Pour les divergences, on n'attend pas. Pour les divergences, on fait de la politique. Pour les divergences, on met nos idées en avant. Voilà, c'était le futur candidat écologiste dans la commune d'Antony, dans les Hauts-de-Seine, que vous avez rencontré, donc Pierre, il y a quelques jours à peine. Merci en tout cas de votre témoignage ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir l'intégralité des reportages de ces routes de campagne sur notre site internet publicsénat.fr. En tout cas, quel que soit le résultat de dimanche, le président élu n'aura guère de loisir de savourer vraiment sa victoire. Le calendrier des obligations présidentielles est dense et au-delà du protocole, les échéances internationales se bousculent déjà. François Hollande a fait savoir qu'en cas d'élection, il participerait dès la fin du mois au sommet européen à Bruxelles. Mounir Soussi. Après l'élection et la célébration de la victoire, place aux commémorations avec deux rendez-vous.
Première sortie pour le prochain président à l'occasion des cérémonies du 8 mai, suivie 2 jours plus tard par la journée du souvenir de l'esclavage dans le jardin du Luxembourg. L'entrée en fonction officielle du nouveau chef de l'État devrait avoir lieu entre le 11 et le 15 mai. Dans la foulée, un Premier ministre sera nommé et formera son gouvernement, amené à évoluer à l'issue des élections législatives des 10 et 17 juin, qui révéleront si le président dispose d'une majorité à l'Assemblée. Dès l'investiture, un agenda international chargé attend le président. Le chef de l'État va retrouver ses homologues étrangers aux États-Unis. D'abord à Camp David, les 18 et 19 mai pour le G8, puis à Chicago, les 20 et 21 au sommet de l'OTAN. Un mois plus tard, les 18 et 19 juin, nouvelle réunion internationale au Mexique pour le G20, avant le Conseil européen des chefs d'État des 28 et 29 juin, avec à l'ordre du jour les solutions pour relancer la croissance. Alors avec nous sur ce plateau, nos invités qui nous ont rejoints pour un bon quart d'heure de débat. L'un des derniers débats de cette campagne présidentielle, David Assouline, sénateur socialiste de Paris. En face de vous, Claude Goasguen, député UMP de la capitale. Alors messieurs, on vient de vivre 15 jours extrêmement denses, une campagne dure, une campagne âpre, une campagne parfois tendue. On a pu le constater lors du récent débat entre les deux candidats. Est-ce que ce soir, tous les Français ont toutes les cartes dans leurs mains pour faire un choix lucide dimanche, David Assouline? Oui, je pense que, en tous les cas au maximum, on peut jamais dire que tout a été fait, parfait, etc. Mais en tous les cas, nous, on a beaucoup compté au Parti socialiste sur une campagne de terrain qui ne peut pas remplacer la campagne médiatique, mais en même temps qui a un intérêt important. On a fait 5 millions de portes, on vient de les dépasser dans l'après-midi. Oui. Et là, c'est du contact direct, où on peut vraiment écouter les hésitations, les doutes des gens et répondre aux questions personnalisées qu'ils posent, et pas être que dans la communication de masse. Et donc là, je crois que le débat, malgré les outrances de Nicolas Sarkozy, a été un débat quand même qui a pu éclairer tous ceux, 18 millions je crois de personnes. C'était à la hauteur quand même d'un pays comme la France, de cet enjeu majeur de la présidentielle. Claude Goasguen, est-ce que ce débat était un débat de campagne loyal entre les deux candidats? Je ne sais pas si je peux le dire, mais je suis presque d'accord avec David Assouline, sauf pour les outrances. Sauf pour les outrances de Nicolas Sarkozy, je lui renvoie la balle de la même manière. Ce qui a dominé le deuxième tour de Nicolas Sarkozy, l'outrance. On va y venir. Alors une campagne loyale, oui. Je crois que ça a été une campagne importante, solide. Et contrairement à ce que je lisais partout, la campagne n'intéresse personne. On le disait au premier tour, il y a eu quand même 80% des électeurs qui se sont déplacés. Et je pense qu'il y en aura beaucoup plus qui se déplaceront pour le deuxième tour. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est outre le porte-à-porte, qui est classique. Même si le Parti socialiste vient de le découvrir. Mais ça, c'est normal, je renvoie l'ascenseur. Il y a un rôle d'Internet et des réseaux sociaux qui est devenu extrêmement important. On l'a vu lors du débat en particulier. Absolument. C'est devenu un aspect essentiel des campagnes. Et je pense que c'est quelque chose qui va se développer. Ça s'était développé aux États-Unis, ça se développe en France. C'est quelque chose de très intéressant sur lequel il faut réfléchir d'ailleurs, parce qu'au fond, à force de faire de l'Internet et du médiatique privé, on se demande quelle est la réaction de tout ça. Est-ce qu'au fond, on ne se fait pas des illusions, nous qui sommes de ce côté de l'Internet, par rapport à ceux qui le reçoivent par rapport à ceux qui l'émettent. Je trouve que c'est très passionnant. La campagne électorale, en tout cas, a changé de nature. Et je pense que maintenant, les électeurs sont parfaitement informés, ceux qui veulent s'informer. Et ceux qui veulent voter, je crois qu'ils ont tout en main pour le faire. Ce qu'il faut... Vous parlez d'Internet. Justement, Internet, c'est pas ceux qui reçoivent et ceux qui émettent. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que on se rend compte que tous ceux qui sont sur la toile peuvent réagir et d'un coup, nous, politiques, qui avons l'habitude d'émettre dans une salle où il va y avoir 500 personnes qui écoutent, où là, on est à égalité et ils peuvent répondre, ils peuvent poster, ils peuvent relayer ou pas. Et cette interactivité est un élément tout nouveau de la communication. Mais peut-être ne nous méprenons pas quand même. Je veux quand même dire que outre ce grand débat qui a eu lieu, le fait que je pense que les Français sont quand même informés des enjeux. En gros, est-ce qu'ils veulent continuer comme depuis 5 ans, la France va pas très bien, ou est-ce qu'ils veulent le changement? Je crois que l'enjeu est assez clair, mais je n'ai jamais vu. Il est sur orbite. Depuis que je fais de la politique, c'est quand même un bout de temps, une campagne de la droite dite républicaine
qui franchit le Rubicon à ce point. C'était effrayant. J'ai 2 enfants, c'est la première fois vraiment qu'ils vont s'impliquer, voilà, 18, 21 ans, 22 ans, campagne, oui. voilà, et ils doivent voter. Ils m'ont dit c'était toujours comme ça. Ils étaient effrayés par la violence de Nicolas Sarkozy, par la stigmatisation de l'étranger et de l'autre. Un président doit rassembler, c'est d'abord ça, son rôle dans la République. Moi qui ai des enfants aussi, eux, ils ont été absolument effrayés par le déchaînement qui s'est déroulé contre Nicolas Sarkozy pendant toute cette campagne. Des mots inadmissibles de la part de la gauche. Pétain, Hitler, collabo. Hitler, non, Hitler, oui, Hitler, Axel Kahn. Non, comment Axel Kahn, Nuremberg. Non, il ne faut pas faire semblant de ne pas savoir. Comme François Hollande a dit dans le débat, Axel Kahn, président de Paris 5. Pas Nicolas Sarkozy, non, victime. Franchement. Pourquoi on ne joue pas les victimes? On a été véritablement. On a été. Je ne vais pas couper, moi, monsieur Assouline. Allez-y, écoutez 2 minutes, même si ça ne vous plaît pas. Non, je vous Pétain, je peux vous dire qu'il a dit. Nuremberg, c'est monsieur Axel Kahn. Personne n'a dit Pétain. Mais si, Personne. Mais si, votre porte-parole a traité Nicolas Sarkozy d'attitude... Monsieur Cherki, maire du 14e arrondissement, bah, il est socialiste quand même, il n'est quand même pas Front National ou anarchiste, monsieur Cherki. C'est un homme responsable, c'est un homme politique. Il n'a pas dit ça. Si, il a dit ça, vous savez bien. Nuremberg, un président d'université de Paris 5, candidat contre monsieur François Fillon, a dit que ce qu'il avait vu à la Concorde au Trocadéro, ça ressemblait à Nuremberg. Mais là, je ne vous reproche même pas Est-ce que je peux parler, monsieur Assouline? Je vous ai pas coupé, monsieur. Je ne vous reproche pas ce que vous ne faites pas comme Pujadas. On va écouter parce que Pujadas, il essaie toujours de couper. Ils n'arrêtent pas d'accuser les journalistes ces derniers temps. Oui, c'est normal. C'est la démocratie aussi d'accuser les journalistes. Pourquoi on n'accuserait pas les journalistes? Il y en a certains qui sont bien, d'autres qui sont moins bien. Oui, mais il ne faut pas les taper dans les meetings. Non, mais on tapait dans les meetings. Oh, et dites-moi, vous rigolez. Taper dans les meetings. Même Rutelcri a fait là-dessus. Oui, c'est ça. On va en parler si vous voulez des gens qui tapent. Mais enfin, passons. Franchement, jamais je n'ai vu une campagne qui s'est autant dirigée contre un homme. Et ça a été un débordement de haine. Sans proposition. Cette campagne a été une campagne non pas de la droite contre la gauche, ça a été une campagne anti-Sarkozy, avec un concert d'insultes, de noms d'oiseaux, d'approximations, qui quelquefois d'ailleurs a occulté le véritable débat. Et tout le travail qui a été le nôtre a été d'expliquer qu'il fallait sortir de ces campagnes personnelles pour voir l'avenir du pays et discuter projet contre projet. Or, projet de François Hollande, j'attends toujours. Il y a 60 mesurettes qu'il change d'ailleurs tous les jours. Mais jusqu'à présent, on ne sait toujours pas ce que veut M. Hollande. J'ai quand même dit un mot. Non, mais attendez, vous pouvez faire un mot. Oui, d'accord, mais enfin pas un monologue. C'est bien de me laisser parler. Voilà. Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que François Hollande aussi a été traité de tous les noms d'oiseaux. Mais bien sûr que si, mais c'est même pas... Entre Flamby et Nuremberg... Non, mais c'est pas de cela dont je parle. Le problème, là, c'est les Français. Et la campagne de Nicolas Sarkozy, votre campagne, a montré du doigt des catégories de Français sans arrêt. Je vous dis pas pourquoi vous avez été méchant avec François Hollande. Vous l'êtes, et puis bon, il faut pas franchir les lignes, mais il faut pas diviser les Français. Il faut pas montrer du doigt. Il faut pas montrer du doigt, diviser entre fonctionnaires et les autres, entre jeunes et personnes âgées, entre étrangers et Français, entre Français dits de souche et Français de fraîche date. Il faut rassembler quand on brigue la présidence de la République. C'est ça l'enjeu. Eh bien, j'espère que dimanche, les Français vont choisir le rassemblement en votant François Hollande. Et comme ça n'est pas joué, il va falloir qu'aucune voix ne manque. Monsieur Hollande est un candidat de gauche et qui se revendique comme tel. En capacité de rassembler les Français. En capacité, on verra. Vous avez sur 10 candidats, Nicolas Sarkozy n'a pas eu un seul désistement en sa faveur. Jusqu'à Monsieur Bayrou. Alors, justement, messieurs, s'il vous plaît, messieurs, on va parler de François Bayrou, le choix de François Bayrou de voter donc à titre personnel pour François Hollande. Est-ce que c'est un signe pour vous d'un rassemblement élargi à gauche? Non, je crois qu'il ne faut pas donner des significations qui ne sont pas données par M. Bayrou lui-même. M. Bayrou dit les choses et il faut respecter ce qu'il dit. Ce n'est pas un gouvernement avec le modèle. Vous étiez rassembleur. Et en plus, François Hollande a un projet. Il rassemblera tous ceux qui veulent mener à bien ce projet. Nous savons que sur les questions économiques et notamment sur la question financière, M. Bayrou n'est pas d'accord. Mais il y a quelque chose de très important qui a fait qu'il a jugé qu'il devait dire aux Français son propre choix personnel. C'est la République et ses valeurs. On peut très bien
être en désaccord entre la gauche et la droite sur des questions économiques et sociales. D'ailleurs, c'est historique, c'est là-dessus que s'est fait le clivage entre la gauche et la droite. Hein. Et puis, sur des questions fondamentales, notamment l'attitude vis-à-vis des thèses du Front National, qui sont anti-républicaines, qui sont contre les valeurs d'égalité, de liberté et de fraternité, une intransigeance et un Rubicon qui fait que les Républicains sont ensemble. Eh bien, ce Rubicon a été franchi sans arrêt. Monsieur Bayrou a jugé que c'était insupportable. Eh bien, honneur à lui. Claude Mosgol, cette décision de François Bayrou, vous êtes déçu? Moi, m'a consterné parce que je suis un ami personnel de François Bayrou. De retrouver François Bayrou avec le Parti socialiste qu'il connaît mieux que quiconque, parlant en plus de la morale pour un parti politique qui n'en a aucune. Sa position, si vous êtes son ami. Allez-y, monsieur. Est-ce que je peux parler? On écoute monsieur Guazzion c'est une manie au à Parti propos socialiste du choix de François Bayrou. Allez-y, monsieur Guazzion. Allez-y, monsieur Guazzion. Écoutez, s'il y a quelqu'un qui connaît François Bayrou ici, c'est pas vous, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui est un ami de François Bayrou, c'est pas vous, c'est moi. Je suis consterné. Je suis consterné de l'avoir pris cette position. Nous étions ensemble à l'UDF, j'en étais le secrétaire général, j'ai même été secrétaire général du parti politique dont François Bayrou était le président à l'époque. Dieu sait si je connais François Bayrou. Cette mutation de François Bayrou vers le Parti socialiste, je vais avoir l'occasion d'en discuter avec lui amicalement, elle est pour moi incompréhensible. La droitisation, puisqu'on vient au sujet, la droitisation, elle est incompréhensible. Enfin, c'est le contraire de ce qu'il est. Voilà que François Bayrou, qui a demandé moins de dépenses publiques, une rigueur sur la dette exemplaire, et de 2007, qu'il est pour la stabilisation fiscale, qu'il connaît parfaitement ce qui se passe dans les collectivités territoriales socialistes, j'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois avec lui, que tout d'un coup François Bayrou aille se retrouver avec ceux dont justement il est le plus éloigné, je ne comprends pas. Non, et je pense d'ailleurs... Il dit que sur les valeurs... Ça recommence, il recommence à me couper. Monsieur Assouline, vous pouvez me laisser parler? Non, je parle beaucoup moins de vous. Mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Alors, sur les valeurs, sur les valeurs, très franchement, où est-ce que on a vu que nous avions tout d'un coup des relations privilégiées avec le Front National? Mais c'est une plaisanterie. La droite, comme certaines déclarations, je pense à celle en particulier de Gérard Longuet. Gérard Longuet a même fait un lapsus très révélateur ce matin. Je vous répète que Gérard Longuet a fait un lapsus Longuet et pas un lapsus Talami. Car Gérard Longuet n'a rien à voir avec le Front National. Rien. Je peux vous assurer que pendant 20 ans, ce Front National qui avait été mis en place par la proportionnelle de M. Mitterrand, je me rappelle, nous ne sommes jamais liés avec le Front National. Est-ce que pour autant il faut mépriser les électeurs du Front National en se bouchant le nez, comme si les électeurs du Front National, 18% des Français, étaient considérés comme des sous-Français? Je dis non. On a dit simplement, vous avez deux programmes. Vous avez celui de François Hollande sur la question de l'immigration qui dit un certain nombre de choses, et puis vous avez celui de Nicolas Sarkozy. Ben, vous choisissez. Alors, évidemment, ça embête M. François Hollande. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? David Assouline, allez-y. Est-ce que je vous Attention, il nous reste une minute, messieurs. David Assouline, ça n'a rien à voir, c'est là où... Ça n'a rien à voir entre ceux qui ont fait la... Si vous rencontrez on écoute David à la résistance et à la reconstruction de la France sur la base d'un socle républicain de valeurs communes, et ceux qui ont été contre cela dans leur tradition politique, je ne renvoie pas dos à dos le Front National et ceux qui sont à la gauche du Parti socialiste, monsieur Goasguen. En tous les cas, c'est le fait que vous n'avez même plus cette boussole qu'avait le général de Gaulle, qui fait que les dérives de monsieur Longuet sont possibles, et je pense qu'en l'occurrence, il y a une espèce de retour à sa source pour monsieur Longuet, mais non, il n'y a pas de retour et à la ce source. n'est pas les électeurs du Front National, le sujet. Mais bien sûr, ce sont les électeurs. Voyez, vous préférez les électeurs du Front National valent ceux de monsieur Poutou. Vous préférez parler sur moi. Bon, ben oui, je fais comme vous. Moi. Non. Messieurs, je vous ai notre débat longuement dire les choses. est terminé. En un mot, je veux juste finir par rapport à M. Longuet comme par rapport à la campagne de deuxième tour de Nicolas Sarkozy. Le problème n'est pas d'essayer de convaincre des électeurs du Front National. Le problème est de ne pas chevaucher des valeurs qui sont contraires. Les valeurs n'ont pas été transgressées. Au contraire, il faut J'aurais une seule et dernière question à vous poser. J'aurais une dernière question à vous poser. Et je suggère de répondre par oui ou par non. David Assouline, est-ce que vous êtes certain de la victoire de votre champion
François Hollande dimanche soir? Mais bien sûr que non, il n'y a pas de certitude. Et c'est pour cela que je dis à tous les électeurs qui veulent le changement que pas une voix ne doit manquer. C'est dans l'urne que ça se joue et jusqu'à la dernière minute de la fermeture des bureaux de vote. Et donc, c'est un appel à venir voter pour le changement et pour François Hollande et à les convaincre autour de soi, sa famille, ses amis, partout. Même question pour vous, Claude Boisgueul. Même réponse. Comparez les projets. Comparez le projet de François Hollande, comparez le projet pour l'avenir de Nicolas Sarkozy. C'est l'avenir qui se joue. Il faut voter. C'est la règle de la démocratie. Voter pour qui on veut, mais voter. C'est tellement important de voter. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. C'est la fin de cette édition. Vous serez bien sûr dimanche soir sur les chaînes parlementaires au rendez-vous du second tour de la présidentielle à partir de 19h30 et jusqu'à minuit. L'ensemble de nos équipes sera mobilisé pour vous faire vivre ce moment exceptionnel de la vie politique. Vous ne manquerez pas, j'en suis sûr, ce rendez-vous. D'ici là, passez un excellent week-end. Merci de votre fidélité.